Alors bonjour à vous pour cette nouvelle semaine. Nous sommes le lundi 5 juin. Bienvenue dans ce point de marché présenté par Valentin Enfrand. Donc cette semaine, comme je vous l'ai dit, il y aura l'audition de Comet jeudi, la BCE, les législatives britanniques, l'inflation chinoise qui seront publiées, d'autres indicateurs économiques. Mais voilà, ça sera les principaux événements qui seront suivis par le marché. Alors on va commencer tout de suite par l'avertissement égale sur risque. Trader le Forex et vous laisser CFD implique un niveau de risque élevé et ne peut être approprié car vous pouvez subir des pertes supérieures à votre dépôt. Daily FX décline toute responsabilité pour les erreurs, inexactitudes ou omissions et ne garantit pas l'exactitude ou le caractère complet des informations contenues dans cette documentation. Alors bonjour à vous Pascal. Résumé la science asiatique, qu'est-ce qui s'est passé cette nuit? Eh bien, tout simplement le yen et le gold ont progressé, les indices boursiers qui se sont plutôt stabilisés ou légers replis pour certains, moins 0,41% pour le Shanghai Composite qui n'a pas encore clôturé. Calendrier économique du jour. Alors aujourd'hui, ça sera l'indice ISM non manufacturier qui sera publié à 16 heures aux États-Unis. Et voilà, globalement, on a eu un PMI composite et services de Chine qui a été en légère progression. Malgré cela, ça n'a pas suffi à l'indice de Shanghai pour progresser, tout simplement parce que c'est une prise de bénéfice. On a ce qu'on va voir des beaux chandeliers haussiers la semaine dernière et ce depuis plusieurs semaines. Et donc forcément, on commence la semaine timidement. Et donc voilà. Commande de biens durables également à 16 heures aux États-Unis, attendu en léger repli, moins 0,5, moins avant de publication qui était à moins 0,7%. L'agenda de la semaine. Alors on a cette nuit déjà la décision des taux de la Banque d'Australie, de la RBA, attendue inchangée. Ensuite nous aurons le PIB le lendemain, mais ce qui va nous intéresser sera la journée du jeudi 8 juin. Cette fin de semaine sera très intense. On aura dans la nuit l'inflation chinoise. Ensuite, nous aurons les législatives britanniques qui commenceront dès le début de la journée. Le résultat sera publié bien évidemment le soir lors du scrutin qui sera suivi bien évidemment par l'équipe DailyFX. Donc vous pourrez retrouver des articles sur les législatives britanniques et sur l'impact des marchés le jeudi soir. On aura la décision des taux de la BCE en début d'après-midi à 13h45 et ensuite à 14h30 le fameux discours de Mario Draghi. Donc qu'est-ce qu'attend le marché? Eh bien potentiellement des signaux de fin de politique dovish. Peut-être que Mario Draghi va dire que les risques déflationnistes sont tout à fait de côté et que on va pouvoir probablement euh, permettre une hausse des taux prochainement ou dès la fin de l'année prochaine. Bref, dès qu'il y aura des indications comme quoi c'est la fin de la politique monétaire généreuse, le marché paiera l'euro. En tout cas, c'est ce qu'il est en train de tabler. Donc si on a un discours qui est dovish de la part de Mario Draghi jeudi, ça sera baissier pour l'euro. Voilà. Enfin, l'audition de Comey, l'ancien directeur du FBI, qui aura également lieu jeudi, pas d'heure précise, mais voilà, ça sera pendant notre après-midi, pendant la séance américaine. Donc voilà. Et enfin, euh, l'inflation chinoise, pardon, qui sera publiée vendredi, pas jeudi. Euh, Indice de prêt à production qui est attendu en léger repli 5,7 contre 6,4%. Alors, excusez-moi, on passe sur le marché. Alors, on peut voir ici un petit peu la watchlist. Regardez les indices boursiers, HSI en repli, Shanghai Composite en repli, le Nikkei stable, le CAC qui ouvre en léger repli, le futur qui était en progression de 5-10 points, le DAX, voilà, ça c'était la semaine hebdomadaire. Alors là, je suis en hebdomadaire, regardez un petit peu. Chandelier aussi en hebdomadaire. Chandelier, bon là c'était un doji. Nikkei, il clôture au-dessus des 20 000, donc c'est normal qu'on a une prise de bénéfice. On est sous une résistance mensuelle ici. Donc moi ce que j'envisage sur Nikkei, c'est concrètement un pullback sur les 20 000. Voilà, c'est simple. C'est un pullback. Je ne dis pas que ça va se faire aujourd'hui, je ne dis pas que ça va se faire demain, mais, euh, mais ça me semble assez logique. Regardez ici, on avait un plus haut, le Nikkei l'a cassé, et ensuite a fait le pullback une semaine, 10 jours après. Donc là, concrètement, ça devrait être pareil. On a cassé le pivot, on aura un pullback d'ici quelques séances. Bonjour à vous Jean-Yves, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un excellent week-end. Le CAC,
on se met en hebdomadaire, on regarde hein, les clôtures hebdomadaires étant donné qu'ils sont très suivis par le marché. On a un Doji, le DAX qui a progressé, qui a pris 300 points la semaine dernière. L'Eurostoxx, Doji, c'est pareil. FTSE qui a progressé. Non, pardon, c'est un Doji, excusez-moi, sur le FTSE. Et les indices américains, bah, le Dow Jones qui est sorti de son, qui a marqué un plus haut, Wall Street qui a marqué des plus hauts vendredi, donc le Dow Jones qui a marqué des nouveaux plus hauts historiques. Le S&P c'est pareil, le Nasdaq, bref, les indices qui sont payés. À mon avis, on va avoir ce début de semaine qui va être haussier pour les indices boursiers. Je ne dis pas qu'aujourd'hui ils vont être payés, étant donné que c'est un jour qui est férié dans beaucoup de pays européens, dont la France, et la Pentecôte, donc voilà, c'est une journée qui sera faible en volume comme ce qu'on avait il y a la semaine dernière et il y a 10 jours. Donc voilà, aujourd'hui ça devrait être assez calme, mais dès mardi ça pourrait payer les indices boursiers. Aujourd'hui, ça, avec ce qui s'est passé sous le week-end, les événements tragiques qui sont passés au Royaume-Uni, eh bien ça pourrait avoir un petit retour des valeurs refuges, enfin en tout cas une aversion pour le risque, c'est-à-dire payer, on l'a vu, hein, le yen qui a progressé, le gold qui a progressé, donc potentiellement on aura des indices boursiers aujourd'hui qui vont stagner, et un gold qui va continuer de progresser sans beaucoup de volume, étant donné que c'est une séance qui est fériée dans beaucoup de pays européens, et donc voilà, le gold qui devrait probablement progresser. Le pétrole, bon, parce qu'il y a du pétrole, on a eu 2 semaines de baisse consécutive. Là, on arrive sur des niveaux de support quand même assez importants. 45 $. Vous voyez qu'on a rebondi dessus la semaine dernière. Je ne pensais pas qu'il allait atteindre aussi rapidement dans mon scénario de vendredi. Mon point de marché, c'était 86,86 $, il me semble. Et il a été atteint beaucoup plus bas. Donc voilà, vous voyez. 46,66 pardon, c'était l'objectif. Voilà, donc il a été parfaitement atteint. On a un rebond. Bon bah là concrètement, le pétrole qui devrait trouver un niveau de support intéressant sur les 87,80. Le gold il progresse. Attention, il y a un momentum qui est très haussier. Pour moi, c'est trop haussier pour qu'il continue de progresser à cette allure-là. Donc attention à l'affaiblissement du momentum. Moi concrètement ce que j'ai envie de dire c'est un pullback sur les 1276, c'est un niveau qui a été testé euh, pendant un jour, mais voilà, qui est assez important, c'est une clôture mensuelle, donc c'était une résistance mensuelle qui est devenue support, donc attendre le pullback sur 1276, je pense que c'est le premier niveau à pouvoir payer. Voilà, c'est le niveau, pour moi je ne paierai pas le gold avant les 1276, et d'un point de vue swing trading, ce qui sera intéressant, ça sera le pullback à 1267 $. Voilà, pullback, c'est un niveau de prix clairement intéressant pour payer le gold. Pour viser quoi? Eh bien pour viser le précédent plus haut annuel, pardon, c'est-à-dire les 1290 environ. Voilà. Donc là, il y a environ 10 $ à aller chercher sur le gold. Euh, alors oui, je passe un très bon week-end, merci Jean-Yves. Si le Nikkei baisse, le yen va monter. Alors oui, alors c'est pas 1 égale 1 plus 1 égale 2, mais concrètement oui, dès qu'on a une baisse du yen, on a le Nikkei qui a tendance à progresser et l'inverse. Voilà. Après, on peut avoir des séances où le Nikkei est en repli et le yen est en repli et l'inverse. Donc, il ne faut pas prendre cette règle-là pour une généralité et pour des séances en intraday. Mais par contre, si vous superposez le Nikkei, voyez, sur du long terme, et vous superposez l'USD yen, par exemple, eh bien, il y aura une corrélation qui sera très très bonne. Voyez. On va mettre sinon le JXY qui sera probablement un peu plus parlant. Alors voilà le yen en jaune et le Nikkei en chandelier japonais. Comme vous pouvez le voir, quand on a une baisse du yen, on a une hausse du Nikkei. Vous voyez, il y a une corrélation dite négative. Après, c'est pas une règle, comment dire, qui va être appliquée au jour le jour, même si on l'utilise dans le sens que, eh bien, si le yen progresse, le Nikkei aura tendance à être sous pression même en intraday, mais c'est pas une généralité. Voilà. Donc moi concrètement,
indice boursier européen, on va aller chercher, on va aller regarder ça. Mais bon, ça devrait être faible en volume. CAC 40, alors CAC 40 support mensuel. Donc là, on a une forte zone de support à 5320, 5340. Donc on a une zone de 20 points qui, on va dire, qui se paye. En dessous de cette zone-là, s'il y a une cassure, c'est concrètement le seuil que je ne cesse de répéter depuis une dizaine de jours, c'est ce seuil-là. 5270, 5275, vraiment cette zone de support mensuel, c'est celle-là qu'il faut payer, excusez-moi, en swing trading. Voilà. S'il y a un pullback, moi concrètement, cette zone-là, je la paye. Maintenant, en intraday, euh, d'un point de vue technique, hein, il semblerait que cette zone soit synonyme de rebond. Donc je dirais que les 5335 se payent pour viser quoi? Alors on peut venir viser déjà les 5341 et ensuite, on va dire en swing trading, le premier objectif, c'est la résistance à 5372 points. Voilà. Le DAX. Alors le DAX, pareil, on a le même ouverture que le CAC 40, indécision totale. Le yen, excusez-moi, le RSI, il y a un momentum qui est haussier, donc ça c'est à noter quand même. La moyenne mobile à 20, on est au-dessus de la moyenne mobile à 20 jours, à 20 semaines, etc., etc. Donc d'un point de vue moyen long terme, les indices européens sont haussiers, et ça je n'en doute pas. Par contre, les faibles volumes, voilà, on aura probablement, si on a un pullback, 12 770, ça me semble un point intéressant pour le payer. Et pour viser quoi? Alors en swing, premier objectif, ce sera les 12 874. Voilà, le précédent plus haut de vendredi et de la semaine dernière, tout simplement. L'Eurostox, donc on avait un doji en hebdomadaire. Là, on arrive sur une zone, vous voyez, comment dire, d'indécision où le marché a l'habitude de réagir latéralement. Vous voyez ici, on a un petit range trading. On a peut-être une cassure. Si on a une cassure, ça renverrait le cours et bien sur les 5350 points. 5350, ça serait un niveau en intraday intéressant à payer. Maintenant, en swing trading, le niveau des 3575 points, 3275 points sur le CAC correspond aux 3550 sur l'Eurostox. Donc en swing, c'est les 3550 qu'il faut payer sur l'Eurostox et viser les 3600, voire les 3643 si on pense que la zone euro va continuer de surperformer Wall Street. Parce que Wall Street qui a cassé des plus hauts historiques vendredi, c'est bien parce que ça donne Wall Street qui sont les moteurs des indices mondiaux. Donc dès qu'on a une tendance haussière sur Wall Street, on a globalement tous les indices européens qui sont haussiers, tous les indices asiatiques qui sont haussiers. Après, ça ne veut pas dire que si les indices Wall Street ne progressent pas, et bien que les indices européens et asiatiques vont retracer, ça ne veut pas de tout dire ça, mais concrètement, dès qu'on a une hausse de Wall Street, on a tous les indices qui sont globalement quelques jours après haussiers. Donc voilà, moi j'envisage mardi, mercredi, ça devrait être haussier pour tous les indices. Là aujourd'hui c'est exceptionnel parce qu'on a des faibles volumes, donc en plus on a eu les événements tragiques qui sont passés au Royaume-Uni, donc ça peut inviter le marché à prendre des bénéfices. Toutes les valeurs de tourisme peut être synonyme de prise de bénéfices aujourd'hui. Donc voilà, on devrait avoir des indices qui stagnent, le gold qui va légèrement progresser encore une fois en raison des faibles volumes. Maintenant on regarde l'euro. Alors l'euro-dollar, on passe sur le forex. Alors dollar US, pardon, je passe sur le dollar US parce que c'est très important de voir ce qui s'est passé vendredi. On a le dollar US qui a clôturé en hebdomadaire sous ce support mensuel que vous avez l'habitude de suivre avec moi, 96,84, qui est ni plus ni moins que le support lors des niveaux du DXY pré-élection de Donald Trump. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avant l'élection de Donald Trump, le DXY évoluait sur ce niveau-là. Dès qu'on a eu l'élection, on a eu le fameux Trump Rally. Vous vous souvenez, on a eu des tendances haussières sur le DXY, sur les indices boursiers, sur voilà, tous les actifs qui sont synonymes d'appétit pour le risque, c'était haussier. Et là, le dollar US, eh bien, qui depuis le 1er janvier est orienté à la baisse et a retracé totalement les performances depuis l'élection de Donald Trump. Donc c'est quelque chose de psychologique, d'important pour le marché.
On a une clôture hebdomadaire, donc c'est une clôture forte. Ça correspond à mon scénario qui, eh bien, pour la Fed, ce qui va passer le 14 juin, dans tous les cas, selon moi, ça sera baissier. Les Fed Funds tablent sur 88% de probabilité d'une hausse des taux, donc la probabilité a baissé depuis la semaine dernière. Elle était de 100%, elle est passée de 99 à vendredi et elle est de 88 aujourd'hui. Voilà, donc la probabilité d'une hausse des taux de la Fed le 14 juin diminue. De toute façon, qu'il y ait une hausse des taux ou pas, selon moi, ça sera baissier pour le dollar, parce que le marché sera dans tous les cas, euh, déçu. Voilà, donc DXY haussier, on a une clôture hebdomadaire, ça devrait accentuer la baisse. Prochain niveau de support, 96 points, et donc l'euro dollar devrait progresser. Devrait progresser, même si on n'a pas l'aide de l'euro. Prochain niveau de résistance important, alors là c'est un niveau important, c'est les 1,1376. Je ne dis pas que l'euro dollar va progresser jusqu'à ce niveau-là, mais en tout cas c'est le niveau de support à surveiller. Voilà, là on a ce niveau-là à surveiller. 1,13, tout simplement c'est psychologique. Donc là on a 25 points, on a la décision, la BCE jeudi, avec surtout le discours de Mario Draghi. Donc moi j'invite à la prise de bénéfice si vous êtes aussi à court terme, 1,13. Voilà. Si vous voulez des objectifs en intraday et sur du court terme, c'est 1,13 qu'il faut aller chercher. Maintenant, quel niveau pour payer l'euro-dollar? Alors, ce scénario est valable jusqu'au discours de Mario Draghi, parce que je ne sais pas ce qu'il va dire, mais on va dire jusqu'à jeudi, lundi, mardi, mercredi, payer les 1,1234. C'est un niveau intéressant. Si on a cassure, on viendra chercher les 1,1167. On viendra chercher ces niveaux-là. Donc deux niveaux à payer. Soit ce niveau-là, donc résistance devenu support. Alors, laissez-moi juste ajuster mon... Voilà. Donc concrètement, soit on vient chercher les 1,1234 ou soit on vient acheter les 1,1267. Alors bonjour à vous Brigitte, Pascal qui nous dit je suis à la vente à 1,7301, stop à 1,74 sur le GBPUD. Alors je vais venir, je vais faire un point juste sur les devises majeures et ensuite je réponds aux questions, aux paires croisées, aux paires mineures, aux paires exotiques, ce que vous voulez. Donc l'euro, regardez un petit peu l'euro index, regardez en hebdomadaire, c'est concrètement une semaine haussière. Pourquoi je dis qu'il y a une forte marge de progression pour l'euro? Si vous regardez l'euro index, là on a le marché qui spéculait pour une... Enfin on avait déjà les taux négatifs qui arrivaient sur la BCE et on a eu le quantitative easing qui a commencé ici. Voilà, par ici. Donc voilà, on a l'euro qui est relativement faible si on compare au DXY, si on compare DXY, on peut comparer également au point d'index. Alors, on va le mettre, pardon, en pourcentage. Donc là, c'est par rapport au pound. Donc le pound, vous avez vu qu'il est quand même assez déprécié, beaucoup plus sur depuis, on va mettre 5 ans. Voilà, sur 5 ans, le pound et l'euro, voilà, globalement, vous pouvez voir que c'est un petit peu la même chose. Un petit peu le même topic. Maintenant, on devrait avoir une divergence avec le Brexit. Enfin, en tout cas, peut-être, ça va dépendre des négociations. Si c'est un Brexit, eh bien, on aura probablement une livre qui va se déprécier. Et si c'est un soft Brexit, eh bien l'euro et la livre sterling devraient pas être sanctionnés par le Brexit. Voilà. Donc le pound, c'est baissier, ça devrait être sous pression cette semaine en raison des législatives. Voilà. La semaine dernière, on a eu une semaine plutôt de baisse sur la livre sterling. Regardez le GBP-USD. GBP-USD, ah pardon, une semaine de rebond, mais parce que la semaine dernière, c'était vraiment clairement baissier. C'était ni plus ni moins un rebond. Regardez le pullback. Regardez le prix de clôture du JBP-USD, c'est le pullback de ce niveau de support. Voilà, donc concrètement, d'un point de vue technique, c'est un point d'entrée excellent pour passer à la vente. Regardez également ici. Divergence en plus, enfin le RSI qui va repasser sous 50. Là concrètement, c'est un signal baissier. Hein. C'est le cours qui nous a donné un signal d'achat, de vente, à un prix intéressant. C'est le pullback sur ce canal ascendant. Donc GBP pour moi ça va être baissier. Après, ça va dépendre bien évidemment
des législatives, si le parti de Theresa May obtient plus que ce qu'elle a actuellement à l'Assemblée, ça sera haussier pour la livre. Et pour le moment, c'est plutôt mal parti, selon les sondages. Après, ça reste des sondages, mais le marché réagit selon les sondages. Bref, pour le moment, c'est assez mal parti. Au mieux, pour le moment, ce qui est prévu, c'est que Theresa May ait la majorité, mais pas aussi bien, pas autant que ce qu'elle a actuellement. Donc, ça devrait être négatif. Enfin, ça devrait être un impact négatif sur la livre sterling. Donc, GBP, pour moi, ça va être sous pression cette semaine. J'ai pas envie trop de faire spéculation là-dessus, puisque ça va dépendre exclusivement des résultats des législatives. Donc, rendez-vous jeudi soir, vendredi matin, il y aura des tendances beaucoup plus importantes et une volatilité beaucoup plus importante sur la livre sterling. Mais en attendant, d'un point de vue purement technique, je suis orienté à la baisse. GBP/USD 1,28061. Alors, excusez-moi. Alors, on passe sur le GBP/UD. Alors, laissez-moi un petit instant. Voilà. Alors, GBP/UD. Alors, vous m'avez dit, vous êtes à la vente depuis 1,73 et vous êtes 1,52. Alors, AUD. Alors, la question que vous faites, enfin, le trade que vous faites là, c'est vente GBP, achat AUD. Donc, il faut regarder un petit peu la tendance de l'AUD. Si vous vendez, si vous êtes vendeur GBP et acheteur AUD, alors GBP AUD est une excellente paire de devises. Maintenant, il faut savoir si l'AUD est plutôt baissier ou haussier. Donc, on va mettre la XY qui est déjà tout simplement le dollar australien index. Comme vous pouvez le voir, eh bien, il est haussier, il a été haussier le 2 juin. Donc moi, ce que j'ai sur la XY sur du moyen long terme, c'est ce range trading. Je vous l'accorde, il est assez large, mais concrètement, c'est ce que je constate en analyse technique. Alors, tout le monde n'a pas les mêmes graphiques en analyse technique, c'est ça qui est intéressant. Mais moi, en tout cas, c'est ce que je vois de plus, comment dire, probable, convenient. AUD-USD, comment il est orienté? Il est haussier. L'AUD-NZD, le NZD qui était une devise extrêmement forte ces 2 dernières semaines. L'AUD qui a le dessus. Voilà, il a eu le dessus aujourd'hui, donc c'est plutôt un bon point. L'AUD Yen qui a rebondi la semaine dernière, il est haussier. L'euro AUD, il devrait être baissier. Voilà, l'AUD, honnêtement, il est extrêmement fort aujourd'hui. Donc c'est le GBP AUD, c'est peut-être pas la paire de devises la meilleure. Enfin, c'est extrêmement spéculatif dans le sens que vous êtes vendeur du GBP. S'il y a un sondage qui donne favori le camp de Theresa May, alors le GBP peut rebondir. Mais partons du principe que la livre est baissière, comme ce que je stable. Enfin, c'est de la pure spéculation, hein, honnêtement. Mais l'AUD, en tout cas, il est aussi aujourd'hui, donc vous avez bien fait, honnêtement, de vendre le GBP AUD. Vous visez stop à 1,74, limite à 1,52. Oula. Alors, 1,52, c'est extrêmement bas. Est-ce que vous êtes sûr que ce soit 1,52,82 et pas 1,72 parce que 1,52, honnêtement, ça me semble peu probable qu'on atteigne ce niveau de prix. Si c'est 1,72 ou 1,62 ou je sais pas, parce que 1,72,82 ça a déjà été fait, ça doit être 1,62 peut-être. 1,72,100 vous visez. Alors 1,72,100, oui, moi je valide totalement. Honnêtement, 1,72,100. Donc là, il y a une trentaine de pips. Oui, c'est quelque chose qui est totalement envisageable. Voilà. Après, si vous voulez, donc aujourd'hui, l'AUD, ça me semble une devise assez forte. Donc c'est une devise qu'on va essayer d'acheter. Une devise qui est faible. Alors on va un petit peu tous les comparer. Faible. Alors USD Yen, on va regarder parce que c'est deux devises assez faibles en ce moment. Bon, on a un chandelier haussier aujourd'hui. Chandelier haussier, donc le yen qui a été baissier aujourd'hui, enfin qui est baissier en tout cas actuellement. Il a été baissier pendant la séance asiatique, mais il semblerait depuis la séance européenne, le dollar US prend le dessus, ou alors que le yen
est plus baissier que le dollar US. Donc pour cela, on va regarder l'euro-dollar, Doji, GBP, USD, c'est baissier. Alors qu'est-ce qu'on peut regarder pour comparer NZD, USD? C'est haussier. USD, CHF, ça devrait être baissier. Si c'est baissier, ça veut clairement dire que le dollar US est orienté à la baisse. Voilà, baissier. Donc là, le dollar US est orienté à la baisse, mais pas vraiment beaucoup de momentum, hein. On va essayer de chercher une paire qui est plus baissière que celle-là. Bon, GBP, mais c'est extrêmement spéculatif. Le CHF, comment est le CHF? Alors, l'euro CHF. CHF baissier. CHF JPY. Voilà, il est haussier. AUD CHF. Donc là, en fait, qu'est-ce que je fais? En fait, je cherche une constante parmi toutes les paires de devises qui est tout le temps baissière. Ça veut dire que, en fait, je vais comparer, par exemple, les différentes paires de devises avec une constante une constante commune. Et si, eh bien, ça va dans la même direction, eh bien, c'est-à-dire que cette constante a une tendance qui est extrêmement faible ou extrêmement forte. En tout cas, qui a une tendance qui est très forte par rapport à toutes les autres paires de devises, étant donné que je regarde sur plein de paires de devises. Donc là, ce que je vais chercher, c'est que je vais chercher à comparer les paires majeures, c'est-à-dire les paires dollar US. Si les paires montrent qu'elles sont baissières, en tout cas que le dollar est baissier sur chaque paire, ça veut dire que le dollar est faible sur plein de paires de devises. Et donc c'est une devise que on va essayer de vendre en intraday. Donc on va faire l'euro-dollar pour reprendre dès le début. Euro-doll, c'est doji, donc pas de tendance, on va dire. USD yen, c'est haussier, donc un point pour le dollar US et haussier pour le dollar US sur cette paire de devises. L'AUD USD, bon on l'a vu, c'est haussier pour l'AUD, donc baissier pour le dollar US. NZD USD, baissier pareil pour le dollar US. GBP USD, on l'a vu, c'est baissier pour le dollar US. Enfin, pardon, c'est baissier pour la livre et haussier pour le dollar US. De toute façon, en fait, il suffit de regarder DXY. Vous voyez, on a un léger rebond. Donc, c'est pas une devise, le dollar, qu'on va essayer de chercher à vendre aujourd'hui. Ce qui me semble plutôt bien, c'est le yen, en fait. Le yen, après, pendant la séance européenne, c'est pas très volatile, plutôt dans la séance européenne. Donc là, c'est le doji du chandelier du 2 juin. Alors, ça me semble assez compliqué de trouver une paire de devises faible aujourd'hui, en tout cas pendant la séance européenne. Là, c'est pareil, c'est le 2 juin. On va regarder l'euro. Donc l'euro-doll progresse, l'euro AUD devrait être baissier. Euro NZD en rebond, euro yen, ça devrait être un rebond du coup, à peine. Il n'y a pas vraiment de tendance en fait. Donc en fait, vous pouvez globalement vendre quasiment, je dirais, les devises majeures dans le sens l'euro, vous pouvez le vendre, le yen, vous pouvez le vendre, le dollar, vous pouvez le vendre. Après, il n'y a pas vrai, face en tout cas à l'AUD, vous pouvez les vendre parce que l'AUD est extrêmement fort. Donc même si c'est haussier, vous pouvez par exemple vendre l'euro AUD, acheter l'AUD USD, vendre l'euro, acheter l'AUD yen. Voilà. En tout cas, faites l'achat l'AUD, ça me semble la meilleure tendance en intraday. Voilà, il n'y a pas vraiment de tendance sur les devises européennes, en tout cas ce que je constate. Grosse surprise. L'euro-yen, alors de la part de Jean-Yves. L'euro-yen, moi ce que je constate, donc à moyen long terme, il évolue dans ce canal ascendant. On est d'accord. Moyenne mobile à 20 jours qui commence à être à plate. Moyenne mobile à 50 jours qui est toujours haussière, donc on a une tendance qui est haussière sur du moyen terme. En hebdomadaire, qu'est-ce qu'a fait l'euro-yen? L'euro-yen, depuis on va dire 3 semaines, c'est des doji. Le RSI est complètement à plat. Donc attention, peut-être. Donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le momentum s'affaiblit. On peut même, à la rigueur, d'un point de vue de chartisme, on peut tracer cette figure-là.
on a un resserrement. Donc qu'est-ce que veut dire un resserrement? C'est une figure de contraction et qui donc veut dire que quand il y aura une cassure, il y aura un retour de la volatilité. Moi, ce que j'envisage plutôt d'un point de vue fondamental, c'est une cassure à la hausse, euro qui va continuer à progresser, le yen qui devrait être baissier. En tout cas, c'est les politiques monétaires qui sont plutôt favorables à ce scénario-là et les indicateurs économiques. Voilà. Donc euro-yen, pour moi, ça devrait être aussi sur du moyen à long terme. Et en plus, vous connaissez mon opinion, 125, 126. 126, c'était une zone de prise de bénéfice que j'ai indiquée. Ça a presque été atteint. La leçon que j'ai appris la semaine dernière, parce que ça, enfin, il y a 2 semaines, parce que ça n'a pas, les 126 n'ont pas été atteints, c'est que c'est les 125 qu'il faut prendre qu'il faut prendre ses bénéfices. Donc, dès qu'on a un retour, on l'a vu la semaine dernière sur les 123 sur ce support mensuel, l'euro-yen se paye. Donc, en swing, je réitère ce scénario-là. Si on a un pullback à 123,20 yens environ, eh bien, on achète pour viser les 125. Bien évidemment, scénario envisageable jusqu'à jeudi. Parce que là, toutes mes stratégies que je dis sur l'euro, c'est valable jusqu'au discours de Mauro Draghi. C'est-à-dire que pendant le discours de Mauro Draghi, je ne sais pas ce qu'il va dire, donc tous mes scénarios voilà, sont remis à plat, prise de bénéfice avant le discours de Mauro Draghi. Voilà, après, est-ce qu'il faut vendre l'euro-yen parce qu'on est en haut de cette zone? Non, je ne pense pas que ce soit quelque chose de, comment dire, je pense que c'est assez risqué de vendre l'euro. Étant donné que c'est une devise vraiment achetée ces derniers temps. C'est pas la livre sterling qui va être achetée cette semaine, ou alors vendredi, si Theresa May arrive à obtenir plus de majorité qu'elle a actuellement. Le DXY, d'un point de vue technique, bah, il a cassé son niveau de support, donc pour moi, il va être sous pression encore. C'est pas le yen qui va être acheté, donc s'il y a une devise qui est le plus à même d'être achetée cette semaine, pour moi, c'est clairement l'euro. Ça va pas être le yen, ni la livre, ni le dollar. Voilà, c'est mon opinion. Donc voilà, on passe sur les matières premières. Alors, pardon, non, je termine sur les devises majeures parce que je vois que j'ai dérivé. Je fais assez vite. La USD résistance à 0,7485. NZD USD, donc c'est bullish, hein, la USD, vous l'avez compris. NZD USD, c'est pareil, c'est bullish. 0,72, ça c'est la stratégie de moyen terme. À court terme, vous visez tout simplement le précédent plus haut de la veille. Donc 0,7143 qui a été atteint cette nuit. Là, pareil, 0,7145, c'est le premier objectif à court terme, intraday, ce que vous souhaitez. GBP USD, on l'a fait, USD Yen, pardon, USD Yen qui a cédé sous son niveau de résistance. Il revient sur les 110,50. Bon, j'avais un scénario baissier à ce moment-là. C'était à ce moment-là, j'avais un scénario baissier que j'avais donné dans mon article et dans mon webinaire. Je n'avais pas prévu ce rebond, ce pullback sur sa ligne de tendance baissière. Néanmoins, ça reste dans le scénario dans le sens que tant que, dans l'article, c'était tant que le cours est dans son cas descendant, la tendance elle est baissière. L'USD Yen, moi je pense que le cours peut aller jusqu'au 110. Alors j'ai tracé une ligne de tendance vraiment, pas vraiment la trader dans le sens qu'elle a que 2 points de rebond. On est en train de faire le troisième. Une droite, c'est forcément au minimum 2 points. Donc des droites, on peut en tracer une infinité sur un graphique. Donc tant qu'on n'a pas un troisième rebond, on va dire qu'une ligne de tendance n'est pas valide. Mais par contre, une ligne de tendance peut être fiable si elle a un poids psychologique. C'est-à-dire, je développe une ligne de tendance qui vient chercher les points bas depuis le début de l'année. Elle peut avoir que 2 points, mais puisqu'elle vient chercher les points bas depuis le début de l'année, vous voyez, depuis le début de l'année, c'est quelque chose du coup que le marché va surveiller. Voilà. Par contre, si c'est une ligne de tendance banale avec juste 2 points, il n'y a pas vraiment de poids psychologique là-dessus. Par contre, là, vous voyez, elle n'a pas vraiment de poids parce que si c'était une tendance qui venait chercher les points bas depuis l'été dernier, j'aurais dû prendre ce point et le mettre ici. Voilà, mais c'est beaucoup trop loin. Donc là, je viens chercher ce point bas.
Et on a potentiellement, voilà, c'est potentiellement une zone de rebond. Donc on va voir, si on a un rebond, on pourra jouer le quatrième rebond, mais pas avant. J'aimerais lancer un achat sur l'euro-yen, Pascal, à 124,24, limite 125,70, stop 123. Mon avis, l'euro-yen. Bah alors moi, je vous ai dit l'euro-yen. Concrètement, c'est pour moi le point d'entrée swing à payer, c'est 123,17. Maintenant, si vous voulez payer 124,24, à vous de voir, mais honnêtement, je pense que le cours peut aller un peu plus bas, faut juste être patient. Voilà, faut pas se précipiter. Objectif, donc 125,70, oui, en tout cas, 125,70, c'est le premier objectif de court terme pour l'euro-yen, enfin de court terme, de swing trading. Mais honnêtement, je pense que c'est juste une question de patience. Je pense que l'euro-yen peut au moins venir jusqu'au 124. Donc l'USD-yen, moi j'ai un sentiment baissier pour aller chercher les 110. Ensuite, dernière paire de vis, l'USD-CHF. Et on les aura toutes faites. Alors, j'ai pas tracé mon graphique USD-CHF comme vous pouvez le voir. Donc on va le tracer ensemble. Comme ça, vous allez voir un petit peu ma façon de tracer mes niveaux de support résistance. Bon, maintenant, vous avez l'habitude de la connaître. Parité, donc déjà ce psychologique. Voilà, maintenant je trace les niveaux de support résistance mensuelle. Donc on vient chercher les prix de clôture. Donc si vous savez pas vraiment tracer les prix de clôture sur un graphique mensuel, vous vous mettez en ligne. Hein. Vous vous mettez en ligne et voilà, vous avez les prix de clôture. Voilà, prix de clôture. Prix de clôture. Alors, donc moi je trace les trois les plus hauts et les trois les plus bas parce que sinon on va avoir un graphique qui sera trop comment dire, qui sera pas lisible tout simplement, et un graphique qui n'est pas lisible, c'est tout simplement un graphique qui n'est pas facile à trader pour moi. C'est mon opinion. Et donc là voilà, je viens en fait chercher des prix de clôture qui sont proches du prix actuel, prix de clôture mensuel bien évidemment, parce que les institutionnels ont l'habitude de regarder le précédent prix de clôture, par exemple du mois dernier. C'est quelque chose que surveille le marché, et donc c'est quelque chose que je surveille. Parce que c'est les institutionnels qui font le marché, je vous le rappelle. Hop. Donc voilà, moi déjà le premier niveau de support que je surveille, ça va être les 0,95-84. Je pense que le cours peut venir chercher ce niveau de prix là. Voilà, donc c'est très important de préparer ces graphiques. Hein. Là je le fais exceptionnellement devant vous, mais c'est important de les préparer pour trouver les bons seuils de support et résistance. Et comme vous pouvez le voir, regardez, là je suis en daily, et regardez ces niveaux de support et résistance mensuelle, eh bien ils sont plutôt, honnêtement, elles sont plutôt bien comme zone de prise de bénéfices et de rebond. Alors c'est pas au pips près, mais regardez ici, bah, le cours a l'habitude de rebondir tout simplement parce que c'est un niveau fort. Le niveau mensuel, c'est un niveau qui est fort. Regardez ici, là, là, ici, ici. Voilà. Alors que j'ai pas regardé le graphique journalier. Pareil ici, on a ici un pullback, vous voyez, une petite zone, ici aussi, ici, voilà. Donc, pour moi, le cours USD-CHF, c'est direction 0,9584. Voilà. Si vous êtes vendeur USD et que vous êtes acheteur CHF, ou alors si vous êtes acheteur CHF, vous êtes plutôt acheteur euro. Parce que si vous regardez le franc suisse, alors, il me semble que c'est Swiss franc, voilà. Swiss franc avec, on compare avec l'euro. Voilà. Swiss franc euro. Donc en fait c'est le franc suisse qui suit l'euro tout simplement parce que le franc suisse, ou enfin la Suisse, où est-ce qu'elle fait la majeure partie de son PIB? Eh bien, elle le fait dans l'Union européenne, enfin grâce à l'Union européenne. Donc, si on a une baisse des indicateurs de l'Union européenne, si on a une baisse de santé de l'économie de l'Union européenne, on a une baisse, bien évidemment, de la croissance suisse. Enfin, c'est synonyme, baisse de la croissance suisse, et donc le marché qui, quand va vendre de l'euro, va également vendre des francs suisses. Autre graphique, si vous voulez pas regarder les index, vous regardez l'euro-dollar.
et vous le comparez avec CHF USD. Donc au lieu d'USD CHF, en fait c'est l'USD CHF sur 1. 1 sur USD CHF, c'est l'inverse. Et voilà, vous avez la même chose. Donc concrètement, si vous êtes vendeur USD CHF, vous êtes vendeur, vous êtes acheteur euro-dollar. Voilà, concrètement, indirectement, c'est la même chose. En tout cas, ce qui est important dans ces genres de choses, on va faire un, un webinaire éducatif là-dessus à la rentrée. Mais vous pouvez pas être acheteur Eurodoll et vendeur USD CHF, à part si c'est pour vous couvrir, et encore. On passe maintenant sur les matières premières, très rapidement, 5 minutes, ça va vite. Le gold progresse, comme c'est dit depuis le début du webinaire, il a pris 1 dollar depuis le début du webinaire. Là concrètement, prochain niveau de support, prochain niveau de résistance, pardon, 1284 qui est la prochaine résistance mensuelle. Donc c'est une zone de prise de bénéfices qui sera importante. Si vous voulez une stratégie de court terme, ce sera ce niveau-là qu'il faudra aller chercher. Maintenant, si vous êtes ambitieux sur le gold, si vous avez des perspectives vraiment ambitieuses, vous pouvez chercher les 1290. Moi je pense que ce sera atteint un terme, tout simplement parce qu'il fait plus de 10% le gold depuis le début de l'année. En même temps, plus que le S&P. Donc voilà, on a beau dire que Wall Street casse des niveaux de résistance, le gold est nourri par des craintes. Et donc voilà, 1284, 1290, c'est les prochains niveaux de résistance. Maintenant, pour se positionner à l'achat, on attend le pullback sur les 1276. L'idéal, ça serait 1267, ce niveau-là. Oups, j'ai bougé. Voilà. 1267, ça serait l'idéal. Mais bon, ça m'étonnerait. Enfin, peut-être qu'on retrouvera hein, dans quelques semaines, mais voilà, on verra. J'ai pas envie de trop spéculer là-dessus. Le pétrole sous pression. Alors, où est-ce qu'il peut aller le pétrole? Bon, alors d'un point de vue technique, il est dans un canal descendant depuis le début de l'année. Le niveau où l'OPEP pourrait agir, c'est cette zone entre 43 et 45 dollars. Donc l'OPEP a gardé une munition en ne bridant pas plus sa production il y a 2 semaines. Donc ça a déçu le marché, mais en même temps, c'est assez intelligent parce que du coup, si le pétrole revient sur un niveau de prix plutôt bas, l'OPEP peut dire bon bah on accentue le gel de la production. C'est à ce moment-là qu'il pourrait décider de geler la production. Donc le gel probable, c'est 43-45 dollars. Pourquoi? Tout simplement, c'est parce que l'OPEP a décidé d'agir l'accord du gel de la production en fin novembre 2016. C'était quand il était à ce niveau de prix là. Vous voyez, c'est à 45 dollars. Et 43, c'était un niveau pivot très très fort en 2016. Donc, c'est pour cela que je me dis que la zone des 43-45 dollars, c'est une zone où l'OPEP pourrait s'exprimer pour faire rebondir le pétrole. Donc moi, j'ai pas vraiment, d'un point de vue technique, je suis plutôt baissier sur le pétrole. Maintenant, s'il arrive à 43-45 dollars, et si je ne suis pas vendeur, mais si je l'étais, je rachèterais mes positions, enfin je clôturerais mes positions vendeuses sur les 45 dollars. Donc si vous êtes vendeur, prise de bénéfice 45, ça me semble plutôt sûr, enfin safe, enfin comment dire. Enfin vous m'aurez compris, c'est plutôt quelque chose, je trouve pas le mot en français, mais qui est pour moi vraiment voilà, à faire, tout simplement. Maintenant, est-ce qu'il faut passer à l'achat? Non. Moi, honnêtement, je passerai à l'achat que si le cours revient sur les 43-45 dollars. Pas avant. Parce que je pense qu'il y a regardez, il y a vraiment un potentiel. Là, on a eu aucun mal sur le pétrole en quoi? En un mois, à peine en 3 semaines, le pétrole a perdu plus de 10%, 15%. Et sans vraiment grande difficulté. Donc, 47,80, il y a vraiment un sécuritaire, je ne sais pas si ça se dit Pascal, mais voilà, vous m'aurez compris. Voilà, 47,80 actuellement. Mais je me dis que le cours peut aller encore bien plus bas. Voilà, on peut être dans ce même type de scénario-là. Voilà, vous voyez cette zone ici, bah, globalement, on peut faire la même chose là. Donc, consolidation une petite semaine, cassure. Et ça repart à la baisse. Donc voilà, vous m'aurez compris. Pétrole, plutôt, enfin, d'un point de vue technique, je suis baissier. Après, j'achèterai vers les 43-45 dollars. Gold, c'est aussi. Bon, écoutez, merci à toutes et à tous pour votre attention. Concrètement, sur les devises, on va plutôt chercher à payer l'AUD aujourd'hui. Les devises européennes, bah, c'est plutôt stable. Devises
USD, c'est un léger rebond, mais pas vraiment de volume en raison de ce jour qui est férié. Indice, c'est pareil. Regardez les indices depuis l'ouverture, ça fait 45 minutes qu'ils ont ouvert. À part le DAX, on n'a pas vraiment de mouvement. Enfin, le CAC, en tout cas, il n'y a pas de mouvement. Le DAX, il est bien haussier. Bon bah il a marqué des nouveaux records le DAX. Écoutez, parfait, hein. Bon bah là concrètement. Ah non, c'était la semaine dernière, pardon. Il a toujours pas ouvert, évidemment c'est fermé. Pardon. Alors, la meilleure paire en AUD à acheter maintenant, de la part de Jean-Yves. Alors, comme je vous ai dit, étant donné qu'il n'y a pas vraiment de tendance de volume sur les devises européennes et américaines, concrètement, j'ai pas fait le CAD, excusez-moi, l'USD CAD, et ensuite je réponds à votre question. USD CAD, de toute façon, le CAD est baissé en raison du pétrole. En fait, vous pouvez acheter quasiment toutes les paires en CAD. L'AUD CAD, ça me semble une paire de devises assez intéressante, étant donné que le CAD est baissier, parce que le pétrole est baissier. Donc l'AUD CAD, ça peut être une devise intéressante à l'achat. L'AUD USD également, l'AUD Yen, l'euro AUD, vous pouvez la vendre, donc ça revient à acheter l'AUD, hein. Mais pour moi, c'est la paire, enfin, c'est pas la meilleure. Voilà, c'est pas la meilleure opportunité. Concrètement, l'AUD USD, l'AUD Yen, l'AUD CAD, c'est des paires que vous pouvez acheter sur du court terme. Voilà. Et l'AUD CAD, je dirais que c'est même sur du moyen terme. Tant que le pétrole est orienté à la baisse, vous pouvez acheter l'AUD CAD. Dès qu'il rebondira le pétrole, il rebondira probablement très très fort et donc il fera pression sur l'AUD CAD. Mais voilà. Si vous voulez pas vous prendre vraiment la tête, vous achetez l'AUD CAD. Tant que le pétrole est baissier. Voilà, écoutez, merci à toutes et à tous pour votre attention. Je vous donne rendez-vous sur le site dailyfx.fr pour les articles, pour les stratégies en intraday. Et voilà, c'est nos prochains webinaires mercredi matin à la même heure. Merci à vous pour votre attention et bonne journée.